Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 11 septembre 1920, nous sommes à Rambouillet, dans le parc du château de Rambouillet. Il est 6 heures du matin quand un homme qui semble s'être habillé vraiment à la va-vite est en train de déambuler dans la brume. Il marche au milieu des plates-bandes. Le voilà face à l'étang de ce parc de Rambouillet, on appelle ça le canal, et il descend quelques marches et s'enfonce dans l'eau presque jusqu'à la taille. C'est un domestique qui va l'apercevoir et le repêcher, si je puis dire, se précipite en tout cas pour le sortir de l'eau et pour le ramener au château où on le frictionne avec des couvertures. L'homme en question, vous l'avez compris, c'est Paul Deschanel. C'est le président de la République en personne. C'est un homme qui, depuis son élection, un homme qui a de grandes qualités, Paul Deschanel, mais il est surmené, complètement surmené, dans ce que nous appellerions-nous aujourd'hui un burn-out. Et c'est vrai que pour dormir, il est obligé de prendre des somnifères qui le rendent sujet à des crises de somnambulisme. Alors déjà, on l'a vu tomber d'un train en pleine nuit, puis à plusieurs reprises, il a exprimé le souhait de pouvoir démissionner, mais on a fait la sourde oreille, le gouvernement et le président, le chef du gouvernement. À l'époque, on parle du président du Conseil, c'est Alexandre Mirand. Mirand a tout fait pour maintenir Deschanel à l'Élysée. Il l'a donc envoyé se reposer au château de Rambouillet, mais on voit bien que le président ne parvient pas à remonter la pente. Il devient maintenant urgent de lui trouver un successeur. Vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas d'élection du président de la République au suffrage universel. Ce sont les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles qui élisent le président de la République, le président de la Troisième République. Donc, Mirand consulte, cherche des noms et finalement, son camp, qui est le camp de la droite modérée, le pousse à se présenter lui-même à la présidence de la République. Ça lui plaît pas, ça, à Mirand. Il n'est pas enthousiaste du tout. Lui est un homme d'action, il aime diriger, commander. Il s'épanouit au poste de président du Conseil. Vous savez qu'à l'époque, c'est un des portefeuilles, en l'occurrence celui de ministre des Affaires étrangères, qui est en même temps président du Conseil. C'est le cas d'Alexandre Mirand. La chambre à l'époque est une chambre tout à fait à droite, c'est ce qu'on appelle la chambre bleu horizon, et ça permet à Mirand de négocier, de réformer, que ce soit en France ou à l'étranger. Il sait que s'il va à l'Élysée, il aura beaucoup moins de pouvoir, Mirand, bien entendu, puisque le président de la Troisième République est là essentiellement pour des raisons protocolaires. Mais il se dévoue, que voulez-vous? Personne n'est mieux disposé, personne n'est mieux placé que lui pour devenir président de la République, et donc il se présente, et donc il est élu en septembre 1920 par 695 voix contre 69. Le voilà, président de la République pour 7 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous dis un mot du bilan de Mirand. Au départ, il était socialiste, disons qu'il était centre-gauche, passé progressivement au centre-droite. Il a été ministre de l'Industrie. C'est lui qui a instauré le Code du travail. C'est par lui que sont passées les conventions collectives. Vous savez, on en parle beaucoup de ces conventions collectives. Elles datent d'Alexandre Mirand. Il a aussi été ministre de la guerre, justement, au début de la Grande Guerre, et il a délégué les choix militaires à Joffre pour se concentrer, lui, sur toutes les questions administratives, l'approvisionnement, la mobilisation, les sanctions, la censure, etc. Après la guerre, donc, il est président du Conseil, il réprime un certain nombre de grèves, il soupçonne la CGT d'être sous influence bolchevique, on voit la main de Moscou derrière pas mal d'actions syndicales à l'époque, on est 3 ans seulement après la Révolution russe. Mirand, d'ailleurs, a soutenu l'armée polonaise contre l'armée rouge. Évidemment qu'il n'est pas du tout favorable à l'expansion du soviétisme. Et maintenant, il se préoccupe surtout de l'application du traité de Versailles. C'est ça la grande affaire, la grande affaire de ces années 1920. Comment amener l'Allemagne à respecter sa parole et à suivre les clauses d'un traité qui a été extrêmement dur pour elle, le traité de Versailles. Mirand aurait bien continué son activisme diplomatique, seulement
Maintenant, il n'est plus chef du gouvernement, il est président de la République. Ça n'enlève rien à son influence. Le nouveau président du Conseil, c'est Georges Lègue, à l'époque, va reprendre tous les ministres qu'avait choisi Mitterrand, et les lois constitutionnelles laissent au président de la République des prérogatives qui restent quand même importantes. C'est lui qui convoque le Conseil des ministres, qui suit tous les dossiers, il conseille, il reçoit les diplomates, il représente bien sûr la France à l'étranger, et Mitterrand est sur la scène diplomatique littéralement omniprésent. Il poursuit une politique de fermeté envers l'Allemagne et la Russie, et une politique plutôt d'entente et d'apaisement avec le reste du monde. En 1921, à Londres, il obtient la fixation du montant des indemnités de réparation que l'Allemagne doit verser à la France, 132 milliards de marks or, ce qui est beaucoup entre nous et qui va avoir des conséquences terribles, mais enfin ça, tout le monde n'en est pas à l'époque vraiment conscient. Rapidement, l'Allemagne se déclare incapable d'honorer la dette en question, et Mitterrand soutient l'idée d'envahir la Ruhr, qui est le poumon industriel de l'Allemagne, le seul moyen d'obliger, pense-t-il, d'obliger les Allemands à payer. En 1922, il appelle à la présidence du Conseil Raymond Poincaré. Alors ça, c'est quand même pas banal, puisque Raymond Poincaré était, pendant la Grande Guerre, il était président de la République. Le voilà maintenant président du Conseil, avec le soutien de la Chambre, bien sûr. Les deux hommes vont envoyer les troupes occuper la Ruhr. Bon, j'ai eu l'occasion déjà de vous raconter tout ça. Autre axe de la politique étrangère de la France de l'époque, le rétablissement des relations politiques, des relations diplomatiques avec le Vatican, qui avait été rompu au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Mitterrand mène une entreprise de séduction envers le pape Pie XI, et c'est vrai que les relations vont être rétablies en janvier 1924. On voit donc Mitterrand un peu sur tous les fronts. Je cite Jean-Philippe Dumas dans son « Alexandre Mitterrand, un combattant à l'Élysée ». C'est paru aux éditions du CNRS en 2022. Le nouvel hôte de l'Élysée s'investit avec un appétit surprenant dans ses multiples obligations protocolaires. La presse illustrée, qui suit ses déplacements, friande d'échos de la vie parisienne, montre à chaque fois son visage orné d'un large sourire, celui d'un homme heureux d'incarner une France victorieuse, les yeux pétillants, les traits gonflés d'une légitime fierté, toujours prêt à aller à la rencontre des Français, le désir d'action encore dévorant. Et c'est vrai qu'il parcourt des centaines de kilomètres à travers le pays pour la moindre inauguration, la moindre cérémonie. On le voit serrer des centaines, que dis-je, des milliers de mains et prononcer d'innombrables discours, toujours avec le même enthousiasme. Et Mitterrand agace, faut bien le dire, y compris dans son camp d'ailleurs. Le Figaro va le taxer d'autoritarisme. En arrivant à l'Élysée, M. Alexandre Mitterrand méditait une révision de la Constitution pour élargir ses pouvoirs et pour exercer sa fonction avec plus d'éclat. Il a depuis renoncé à ce projet, mais il a tenté d'atteindre le même résultat par des voies indirectes. Il n'y a rien de pire dans la Troisième République que d'être suspecté de vouloir exercer un pouvoir personnel. Vous savez, c'est pas bien vu du tout. Pour atteindre un homme politique, il suffit de dire qu'il est un Napoléon IV en puissance. Et cette charge du Figaro annonce en réalité des élections législatives, celles de 1924, élections que Poincaré, Mitterrand, la droite sont certains de remporter, élection qui pourtant est moins évidente qu'il n'y paraîtrait. Vous écoutez Radio Classique. Et oui, en mai 1924, le mandat de la fameuse Chambre Bleu Horizon arrive à son terme, tandis que le mandat du président de la République, lui, ne doit prendre fin qu'en 1927. La campagne électorale pour les législatives commence donc. En principe, c'est au président du Conseil de la mener, en l'occurrence Raymond Poincaré. Seulement, Mitterrand prend les devants et le 14 octobre 1923, il est déjà en déplacement à Évreux, où il visite la cathédrale, une école, une imprimerie, grand banquet normand à la préfecture, ce sont les fameux banquets de la Troisième République, vous savez, et le président Mitterrand se lance dans un discours qui n'est pas anodin, discours de politique générale, pour défendre son action internationale et pour dessiner un certain nombre de grandes lignes dans la perspective des législatives. Les nouveaux États savent que la France, qui a pour loi le respect des traités, ne permettrait pas que fût troublé l'ordre créé par la victoire, lance-t-il. Pour exercer son action,
Elle jouit d'un prestige qu'elle doit moins encore à sa puissance matérielle qu'à son autorité morale. Son souhait fervent est de renforcer les liens d'amitié et d'alliance noués par le péril commun avec des peuples dont elle n'oubliera jamais les sacrifices. La France est un honnête homme. Ça, c'est une des formules, slogan de campagne, n'est-ce pas? Mitterrand défend toujours cette politique équilibrée alors que Poincaré voudrait maintenant séparer la Ruhr de l'Allemagne et la presse de droite loue le courage fiscal de Mitterrand, son désir de paix religieuse, son autorité. Enfin, le bloc national a trouvé son avocat, écrit-on dans le Gaulois. Et quel avocat? Le président de la République lui-même. La gauche ne veut plus entendre parler de l'occupation de la Ruhr. Une aventure militaire n'est pas très populaire en France. On craint une nouvelle escalade. Les plus jeunes ont peur d'être de nouveau mobilisés. D'ailleurs, le chef du gouvernement est surnommé Poincaré la guerre, voyez. Les socialistes se méfient de ce président qui se jette dans la mêlée. Dans Le Populaire du 16 août, Blum écrit « Monsieur Mitterrand a vraiment de l'audace. Rejetant la neutralité que sa fonction lui imposait, il est entré dans la bataille. Imprudemment mais solennellement, il vient de lier son sort à celui du bloc national. On n'ose pas une pareille manœuvre sans en assumer tous les risques. Nous savons désormais qu'un changement de majorité dans la prochaine Chambre signifiera nécessairement un changement présidentiel. Nous le rappellerons, le moment venu, à ceux qui seraient tentés de l'oublier. Et plus grave, les radicaux qui soutenaient le bloc national jusqu'ici décident de changer de camp. Aristide Briand se met à militer pour la réconciliation avec l'Allemagne. Et Édouard Herriot, le célèbre maire de Lyon, critique l'activisme de Mitterrand. Le pays répondra comme il le fit après le 16 mai. Le 16 mai, c'était la crise de 1877. Il répondra quand il forcera à se démettre l'homme qui n'avait pas voulu se soumettre à la loi républicaine, lance Édouard Herriot. Et donc là, on fait référence à MacMahon, qui avait dû se démettre en 77 après avoir résisté à la nouvelle majorité à la Chambre. La formule originale était de Gambetta. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. Et les radicaux, donc, s'allient maintenant aux radicaux socialistes et aux socialistes pour constituer ce qui va s'appeler le cartel des gauches. Notez bien qu'il n'y a pas de communistes dans ce cartel. Les mises en garde de Blum et de Herriot ne vont pas dissuader Mitterrand, qui poursuit ses déplacements, qui multiplie les discours pendant que Poincaré, lui, compte sur l'aura que lui a conféré le fait d'avoir été le président victorieux de la Grande Guerre. Arrivent les élections. Au premier tour, le Bloc national remporte 4,5 millions de voix contre 3,4 au cartel des gauches, sans les communistes, donc qui ont fait 850 000 voix. Le Bloc national est donc sûr de l'emporter, même si le scrutin proportionnel avec prime majoritaire favorise les alliances. On est devenus des experts dans ces questions, nous maintenant. La gauche s'allie. Poincaré commente avec mépris: ces ingénieuses combinaisons électorales seront sans lendemain. Et il continue de ne pas faire campagne, lui. Il reste sur son Aventin. Et au deuxième tour, les électeurs de droite ne vont pas se mobiliser. Ils vont à la pêche, comme disent les commentateurs politiques. Et c'est la douche froide pour le Bloc national. Le cartel des gauches, qui compte 327 députés élus, va l'emporter sur la droite, qui n'en a que 228. Et voici, il y a 26 communistes, au passage. La soirée électorale est terrible pour la droite, bien sûr, et pour Poincaré et Mitterrand, c'est une défaite. L'Humanité titre « Poincaré la guerre est finie ». Le président du Conseil démissionne. Mitterrand, évidemment, lui reste à l'Élysée, tête à tête avec le cartel, comme il dit, qui veut lui faire payer son engagement dans une campagne où il aurait dû normalement rester plus discret. Le journal Le Quotidien adjure « Président, allez-vous-en » et président au pluriel. Édouard Herriot et Léon Blum réclament la démission, mais les députés n'ont pas le pouvoir de destituer et Mitterrand s'accroche à son mandat. Il doit nommer un chef de gouvernement issu de la majorité, propose le poste à Herriot, qui décline. Il ne veut pas en entendre parler, Édouard Herriot. Donc, ce sera peut-être Painlevé qui pourrait être le président radical de la Chambre. Lui aussi refuse, Painlevé. Et Mitterrand fait appel à un ami, Théodore Steg, qui est gouverneur de l'Algérie, qui prend le train de Marseille à Paris, arrive gare de Lyon. Seulement à la gare, c'est Painlevé qui l'accueille pour le dissuader aimablement. Il n'est pas question d'accepter un tel poste, mon cher ami. Et Steg refuse également. Les chefs du cartel se sont entendus pour provoquer une crise institutionnelle et Mitterrand, dans ses mémoires, dira
Les coalisés décidèrent de faire la grève des ministres. Tous, ainsi qu'il avait été réglé, déclinèrent la proposition. Voilà comment le président de la République se retrouve sans gouvernement. Toute allusion, etc., serait purement fortuite, n'est-ce pas ? Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le bras de fer entre le cartel des gauches et le président Mitterrand. Ça inquiète pas mal à l'étranger. Les Américains mettent tous ces radicaux socialistes, socialistes, communistes, tout ce monde-là, c'est la main de Moscou selon eux. Les Anglais ne comprennent pas les attaques contre le chef de l'État et feignent de croire à une nouvelle révolution. Inutile de vous dire qu'à la City, on aurait plutôt tendance à se réjouir de ce qui se passe en France. Mitterrand tente une dernière manœuvre pour se sortir de cette ornière dans laquelle il est allé se fourrer tout seul en prenant la tête de la campagne pendant les législatives. Il adresse un message aux députés. Seulement, il n'a pas le droit de communiquer directement avec eux. On est dans un régime parlementaire. Il faut donc nommer un président du Conseil éphémère, qui est le ministre des Finances sortant, François Marsal, qui est donc chargé d'aller lire aux députés une lettre du président à la tribune de la Chambre. Les députés se moquent, ils appellent ça un cabinet de lecture. Il faut reconnaître que l'expression est assez bien trouvée. Alors voilà ce que leur fait lire le président Mitterrand. Messieurs les députés, vous noterez qu'à l'époque on ne disait que messieurs et pour cause, en disposant que le président de la République n'est pas responsable devant les chambres, la Constitution a voulu que le pouvoir présidentiel fût pendant 7 années maintenu à l'abri des fluctuations politiques. S'il était entendu désormais que l'arbitraire d'une majorité peut obliger le président de la République à se retirer pour des motifs politiques, le président de la République ne serait plus qu'un jouet aux mains des partis. De dangereux conseillers s'efforcent dans un intérêt de parti d'obtenir que la nouvelle législature débute par un acte révolutionnaire, la Chambre refusera de les suivre. Vous m'aiderez à écarter un si redoutable péril. Il a l'air bien confiant, le président de la République, auquel la nouvelle majorité de gauche répond: la Chambre décide d'ajourner toute discussion jusqu'au jour où se présentera devant elle un gouvernement constitué conformément à la volonté souveraine du pays. Et la motion est votée comme un seul homme. Vous imaginez le choc institutionnel. Mitterrand se tourne à ce moment-là vers la Chambre haute, vers le Sénat, pour engager un débat constitutionnel. Mais le Sénat, à son tour, ajourne toute discussion. Mitterrand est donc mis en échec. C'est plus que ça d'ailleurs, c'est échec et mat. Le 11 juin 1924, c'est-à-dire 3 ans pleins avant la fin officielle de son mandat, avant l'échéance, il est donc contraint de démissionner. 11 juin 1924. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le président Mitterrand fait une lettre dans laquelle il se désole. Ce précédent redoutable fait de la présidence de la République l'enjeu des luttes électorales introduites par un retour, le plébiscite dans nos mœurs politiques, arrache à la Constitution le seul élément de stabilité qu'elle renferma, dit-il à propos du mandat qu'il était censé lui assumer, qui était le point de stabilité de ce régime parlementaire, par ailleurs assez mobile. Mais c'est quand même lui, en l'occurrence, qui s'est exposé dans cette affaire et qui, dépassant de loin les prérogatives habituellement reconnues au chef de l'État sous la Troisième République, est allé se mettre dans cette situation politique. Mitterrand n'est pas le premier président à avoir démissionné, je vous l'ai dit, MacMahon l'avait fait en 1977. Son échec avait installé la prééminence du Parlement sur l'exécutif à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu, en 1887, à la suite du fameux scandale des décorations, la démission de Jules Grévy. Et puis, en 1995, c'était Jean-Casimir Perrier qui avait démissionné par une sorte de sentiment d'impuissance. Eh bien, cette fois, c'est la Chambre qui a engagé elle-même le rapport de force avec Mitterrand. La Constitution n'a pas donné au président le pouvoir de résister à une majorité qui était unie, qui était hostile, qui avait bien décidé de le faire partir. Et le président suivant en a retenu évidemment toute la leçon. Le prochain président de la République démissionnaire, alors là, ce sera sous un autre régime, ce sera 2 régimes plus loin, ou voire 3 si je puis dire, c'est le général de Gaulle en 1969, mais vous savez que le général de Gaulle l'avait fait de sa propre initiative. Vous écoutez Radio Classique.